alors que c'est peut-être pas du tout de ce quelque chose que j'ai réellement peur. Mais j'ai peur plutôt de quelque chose, en fin de compte, qui est à l'intérieur de moi. Bon, bienvenue Luc. Super. Super heureux De se retrouver là ouais, de se avec vous. retrouver là, après une journée où on s'est déjà un petit peu vu, on va Un dire. petit peu, oui. Ouais. Bon, en tout cas, c'est un plaisir de t'accueillir. Moi, je sais que je pense que Théo aussi, on a pas mal de questions à te poser sur les émotions, sur les traumas, sur les conséquences de tout ça aussi. On va y aller, comme je t'avais dit tout à l'heure, en entonnoir avec déjà qui tu es, qu'est-ce que c'est Tipeee, puisque tu es le fondateur de Tipeee. Et au fur et à mesure, on va aller de plus en plus en profondeur. Parti. Moi, juste pour faire une petite intro, et après je te laisserai te présenter. Moi, j'ai découvert ton travail il y a à peu près un an et demi. T'as écrit 2 livres, un troisième même qui va sortir, je crois. 5e. 5e, pardon. Ouais. Donc moi, je connais Revivre sensoriellement, La Révolution Tipeee, et là, celui qui va sortir, c'est Le fœtus. Le fœtus, c'est inconnu. Yes, avec le sous-titre. Avec le sous-titre qui est à l'origine de nos émotions. Ok. Et donc, nous, avec Théo, on travaille beaucoup sur les émotions et les traumas. C'est pour ça que ton travail nous a tout de suite parlé. Et je trouve que ce que tu proposes, ça ridiculise, sans que tu le veuilles, Vous allez me tout, faire mal voir. non, mais tout un tas de thérapies qui vont dans plein de formes de complexité. Et toi, on va le voir pendant l'interview, tu arrives à une forme d'hyper-simplicité, mais qui pour moi, c'est pas parce que c'est simple que c'est à la portée du premier venu. Bon bref, on va décortiquer au fur et à mesure. C'est simple, mais c'est pas facile. C'est simple, mais c'est pas facile. Bon, est-ce que tu pourrais déjà nous dire qui tu es, ce que tu fais? Waouh. On a combien de temps? 3 heures. On a devant 2 nous, c'est minutes. ça Non. 2 minutes. Pour faire bref, qui je suis, dans les événements qui ont bien marqué ma vie, c'est sans doute ma naissance en France, dans le centre de la France. Après, comme je l'évoquais ce midi, un accident bête, un accident de sport qui m'a privé d'un œil. Et je pense que je ne sais pas comment les choses se sont faites, mais il y a dû y avoir une reconfiguration dans la tête là, qui s'est passée, qui fait que manifestement, j'ai plus le parcours auquel je me destinais finalement, très simple et un peu plus élaboré, on va dire, parce qu'une façon de vivre, de penser peut-être un petit peu différente. Le fait d'avoir perdu cet œil, d'être resté 9 mois dans le noir, peut-être ça a apporté des choses sensiblement différentes. Après, si je continue, dans mon parcours, c'est le parcours de l'idiot. C'est-à-dire que à l'école, je comprenais rien. Mais vraiment, quand je dis que je comprenais rien, c'est-à-dire que ça m'était difficile même de lire une page parce qu'il fallait que je m'accroche, quoi. C'était pas gagné d'avance du tout. Et ça, je l'ai mis vraiment sur le compte, après coup, sur le compte de cet accident, mais qui a fait que les choses sont devenues compliquées pour moi. Et au niveau de la connaissance, de l'acquisition de la connaissance, c'était pas facile du tout. Et jusqu'au moment où je suis arrivé, j'ai quitté l'école très tôt, commencé donc à travailler, puis je suis arrivé à l'âge de 17, 18, 19 ans, et je me demandais un petit peu ce que j'allais bien pouvoir faire de mon existence, parce que c'était pas brillant tout ça. Et puis en même temps, je me disais, mais pourtant t'es pas plus bête qu'un autre, quoi. J'ai essayé de trouver des solutions pour apprendre différemment. J'ai vite vu que j'avais une compréhension très spatiale des choses, très sensorielle des choses. Pour comment comprendre comment fonctionne, je sais pas moi, une serrure par exemple. Je me mettais à l'intérieur de la serrure, comme si j'étais la serrure, et là d'un seul coup ça devenait tout simple. Et surtout je mémorisais les choses. Tu le faisais consciemment, ça, ou... Oui. Ok. Et du coup, pour comprendre un peu les mécanismes, je me suis mis à beaucoup utiliser ça et à utiliser le sensoriel. Et puis, j'ai compris aussi que si je passais par l'émotionnel, si j'utilisais mon émotion pour mémoriser les choses, eh ben là aussi, ça renforçait.
Donc des choses comme ça qui se sont mises à m'intéresser, et puis surtout à m'ouvrir, à pouvoir vivre normalement, à pouvoir lire un livre, à pouvoir faire des choses que j'arrivais pas à faire avant, en fonctionnant différemment. Je me suis intéressé au théâtre pour cette raison. J'ai appris, là encore, avec du sensoriel, ce qui pouvait se passer, alors que juste l'intellect, il amenait pas très loin, quoi. Et bon an, mal an, j'ai commencé à aider les gens qui se retrouvaient dans les mêmes, qui s'étaient retrouvés dans les mêmes galères que moi, au niveau de l'apprentissage notamment. Ça a été vraiment ce qui m'a passionné, ce qui fait que très vite, de fil en aiguille, c'est devenu mon métier. Dans les emplois que j'occupais, j'étais celui qui trouvait les solutions pour faciliter la compréhension, l'apprentissage, et c'est devenu mon métier. Je suis devenu un spécialiste pédagogie, d'apprentissage, jusqu'à devenir conseil au niveau de l'éducation nationale, pas seulement en France, mais dans d'autres pays, la Hollande par exemple. Et j'ai continué à m'intéresser à ces histoires de fonctionnement émotionnel, de sensoriel, de comprendre comment je pouvais venir notamment en aide aux personnes qui étaient en blocage d'apprentissage. C'est-à-dire ces personnes qui sont pas plus bêtes que les autres, mais simplement tu les mets devant un ordinateur, jamais elles vont savoir se servir d'un ordinateur. Parce que c'est bloqué, quoi. Par exemple. Ça me fait penser à des gens quand tu dis ça, en plus. Mais j'imagine, oui. Et donc, il y a un moment donné, en passant par cette connaissance du sensoriel, de l'émotionnel, j'en suis venu à demander aux gens, quand ils se retrouvaient en blocage, qu'est-ce qui se passe dans votre corps? C'est quoi les sensations physiques qui sont dans votre corps, là, en ce moment? T'as fait ça pour essayer d'entrer en connexion avec eux, comme tu rentrais en connexion avec la serrure pour comprendre la serrure? C'est justement. ça, complètement. Okay. Et ils se sont mis à me répondre. Il se passe que j'ai le ventre là qui me tire de tous les côtés, j'arrive plus à respirer. Et les premiers qui m'ont sorti ça, très franchement, j'étais démuni. Moi, je savais pas trop quoi leur dire, quoi. Donc, comme on fait un petit peu dans ces cas-là, on dit rien. Et ils continuaient. Et puis, au bout d'un moment, ça s'arrêtait. Bon. T'as commencé à faire ça vers quel âge à peu près? Ça remonte à 35, ouais. 35-40 ans à peu près. 35 ans, allez, on va dire. Ok. Et ce qui était super, c'est que après ça, le blocage terminé. Et après ça, surtout, et c'est là où ça commençait vraiment à me passionner, cette aventure, c'est que le blocage terminé sur le moment, mais également par la suite, définitivement. Et je me suis dit, là, il y a vraiment quelque chose d'intéressant à fouiller. J'ai poursuivi jusqu'à comprendre que c'était pas juste les blocages d'apprentissage qui étaient concernés, mais également toutes les difficultés émotionnelles qu'on pouvait rencontrer. Voilà, ça a été la grande révélation. Et toutes après, les difficultés le émotionnelles ou toutes les difficultés tout court? Toutes les difficultés émotionnelles. Okay. Ouais. Vraiment, après le reste, si vous avez des problèmes d'argent, venez pas me voir. Je saurais pas vous résoudre. Non, je plaisante, mais oui, c'est vraiment sur l'émotionnel que ça joue. Ok. Donc le fil conducteur, ça a été déjà ton vécu de base. Ensuite, il y a eu les difficultés d'apprentissage que tu as rencontrées, que rencontraient les gens avec qui tu travaillais. Tout à fait. Et ça t'a amené au fur et à mesure à rechercher sur les émotions, sur le sensoriel. Moi, ce que j'aime beaucoup avec toi, c'est que à chaque fois que tu partages quelque chose, tu expliques que c'est que sur de l'observation. Oui. C'est pas des trucs que tu as lus, c'est pas des trucs que tu as conceptualisés, c'est tu as testé, tu as expérimenté, tu as étudié ça avec des vraies personnes. Et c'est le résultat de ce que tu as expérimenté, juste que tu transmets. Mais c'est pas un message que toi, tu as voulu transmettre dès le départ. Non, du tout. Du tout. Moi, j'étais pas dans cette perspective-là au départ. Et
c'est vrai que ça m'a passionné d'abord, parce que ça me concernait, c'était important pour moi, perso. Mais après, j'ai jamais, et je continue à ne rien revendiquer de particulier par rapport à ça. Juste, en avançant un pas après l'autre, je fais des observations sur des choses très factuelles, très concrètes, et j'essaie de mettre les conclusions de ces observations à disposition des autres. Et surtout, comment se servir de ça pour aider, que pour les personnes, ça puisse permettre de vivre mieux, quoi. Ouais. Donc du coup, on en arrive à la création de Tipeee, la méthode Tipeee, où on parle aussi de régulation émotionnelle. Ouais. En fait, ce que tu as découvert par l'expérience, tu as protocolisé ça, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais tu en as fait quelque chose de processé, quoi. Et ce que tu pourrais dire, parce que le but aussi, c'est que les gens qui vont regarder l'interview comprennent ce que tu fais, c'est quoi Tipeee, c'est quoi la régulation émotionnelle? C'est complètement en droite ligne de ce que je vous ai dit. C'est-à-dire qu'une personne se retrouve en difficulté émotionnelle, quelle qu'elle soit, on pourrait dire. Aujourd'hui, pour moi, c'est cette difficulté émotionnelle qui inévitablement se manifeste physiquement. Si je suis pas bien émotionnellement, physiquement, j'ai des sensations dans le corps qui sont désagréables, je vis des choses qui sont désagréables. Et ce que je suis en train de vivre, c'est l'exacte réplique de ce que j'ai vécu, d'un traumatisme que j'ai vécu auparavant. Mais je suis en train on pourrait dire, de revivre ce que j'ai pu vivre auparavant. Donc, Tipeee, l'idée Tipeee, c'est de permettre ça aux personnes. Et du coup, quand je revis ce traumatisme, quand je revis sensoriellement ce traumatisme qui s'est passé auparavant, derrière, j'ai plus ce traumatisme. Ou plutôt, sans doute, je l'ai toujours, mais je n'ai plus l'effet du traumatisme qui produisait cette émotion. Donc, l'émotion que je ressentais, par exemple, quand si quelqu'un me contredit, ça me met dans une colère terrible, d'un seul coup, les personnes, elles peuvent me contredire autant qu'elles veulent, c'est fini. Et je suis en capacité et de les écouter et de vivre normalement la relation. Alors qu'avant, je ne faisais que revivre ce traumatisme qui faisait que ça s'était mal passé pour moi, et de lutter contre ce que je pouvais vivre, ressentir, et cette lutte provoquait la colère, par exemple, en l'occurrence. Mais ça aurait pu être aussi le fait d'avoir envie de fuir, de m'en aller, de laisser tomber, de démissionner. Ou de rester en inhibition, qui fait que à chaque fois, à chaque situation à peu près similaire, qui va me ramener au traumatisme que j'ai pu vivre, pof, ça va se remettre en marche. Mais là, rien de bien nouveau, hein. C'est quelque chose qui est défendu qui est une évidence par énormément de chercheurs, de psychologues, de toute cette communauté. Mais par contre, ce qui est nouveau là, c'est le sensoriel. C'est l'aspect sensoriel. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'intéresser à rechercher intellectuellement pourquoi ça s'est passé comme ça, quel est le lien entre le sensoriel, l'intellectuel n'a aucune prise, aucun enjeu dans ce que j'ai pu mettre en place. Tout se passe vraiment par le corps. Où est-ce que le corps nous embarque? Qu'est-ce qui nous dit? Et il s'agit en plus non seulement du sensoriel, mais de le laisser faire, ce sensoriel. Ça, on n'est pas très habitué, ça. D'accepter de se laisser envahir par ces sensations physiques, qui sont pas des sensations physiques agréables, mais d'accepter de se laisser traverser, je dirais, par les sensations physiques. Et donc,
on est plutôt, comme tu dis, en lutte habituellement sur ces sensations physiques et pas en acceptation de ce qui se passe. Qu'est-ce qui, pour toi, du coup, par rapport à ce que tu dis là, qu'est-ce qui fait que naturellement, on a tendance à être plutôt en lutte, plutôt à enfouir ses émotions, ses ressentis? C'est pas agréable. Ouais, je le sais. C'est pas agréable du tout, donc c'est normal que je cherche à endiguer, à refouler. Mais en fait, quand on lit vraiment tes écrits et quand on étudie auprès de toi, on voit vraiment que c'est quelque chose qui est naturel en fait de laisser évoluer ses sensations, et on voit vraiment que en fait la vie fait son cours en fait. Les sensations finalement elles s'estompent d'elles-mêmes quand on les laisse vivre et quand on arrête justement de les tenir justement resserrés comme ça en soi. Pour toi, du coup, j'ai envie de dire, mais qu'est-ce qui fait... Est-ce que pour toi, il y a... Toi, en plus, qui voyage, qui a connu beaucoup d'autres pays, justement, est-ce qu'il y a des cultures qui sont plutôt... Est-ce que nous, ça fait partie de notre éducation? Enfin, c'est un petit peu ça, moi. En gros, c'est quoi qui enraye ce processus naturel? Ouais, qu'est-ce qui enraye, finalement, ce truc-là? Ce qui enraye, mais ça, c'est commun, je dirais, à toutes les cultures, c'est qu'on a peur d'aller dans le corps. C'est vraiment quelque chose qui... On a peur d'aller dans le corps. Pas si tout va bien. Mais on a peur d'aller dans le corps si on sait qu'on va y trouver des sensations qui ne sont pas agréables. On a peur de s'approcher de cette zone qui est une zone où on s'est retrouvé à vivre des choses traumatiques et que ça recommence. Je dirais le maître mot, c'est ça. On a peur que ça recommence une fois de plus, quoi. Ce qui fait le plus peur là-dedans, c'est de revivre, en fait, de se retrouver dans ce... Ouais. Et c'est fou parce que, en fait, c'est pas conscient chez certaines personnes. C'est des stratégies d'évitement, quoi. Ouais. Mais alors, attends, parce que là, t'es en train de dire que pour toi, peu importe la culture, voilà, il y a cette peur et qu'on a tendance à fuir ça quand on a des sensations désagréables. Moi, j'ai quand même l'impression, dans ma vie à moi et avec le paquet de gens qu'on accompagne, de voir que culturellement, il y a un poids énorme de la tristesse, c'est pas bien, t'es une femmelette si tu pleures, la colère, c'est mal, faut pas avoir peur, faut être un bonhomme. Et est-ce que tu penses pas que ça, c'est un gros poids quand on entend parfois aussi des histoires de certaines tribus ou dans certains villages qui sont pas encore, avec plein de guillemets, civilisés, où on raconte que des fois le plus âgé du village il est au milieu de la place et puis juste il pleure et puis ça choque personne et puis tout le monde passe à côté parce qu'il est connecté à son corps et qu'il vit ses émotions, quoi. Pour moi, il y a une visite, un séjour qui a été assez révélateur dans tout ça. C'est un séjour au Mali. Je me suis retrouvé à un moment donné juste avec mon guide qui était très approximatif et qui m'a conduit, parce que je lui avais demandé ça, dans une tribu très, très reculée du Mali. Il n'y avait rien, c'était le dénuement total. Mon guide a un petit peu expliqué qui j'étais, ce qui se passait, ce que je faisais. D'emblée, ils ont été vraiment intéressés par moi, et il y a une première personne, une femme qui est venue et qui m'a dit, moi par l'intermédiaire de mon guide, moi j'ai toujours eu des problèmes avec mes enfants. Quand ils m'écoutent pas, j'ai envie de les battre et ça... Déjà le courage de parler de ça. Ouais. Ouais. Je donnais le mode d'emploi au fur et à mesure à mon guide qui restituait. D'ailleurs, au bout de 2-3, il avait compris quel était le mode d'emploi. Et j'avais plus... Moi, j'étais juste là, c'est tout. Et lui, il faisait le boulot. C'était formidable. Mais à donner les consignes, en l'espace de rien, en l'espace de quoi, de 20 secondes, c'était réglé. Et elle a senti vraiment qu'il se passait quelque chose de très significatif. Du coup, d'autres ont commencé à venir, et du coup... Tout le village s'est rassemblé autour de toi. C'était extraordinaire. Ce qui change... Juste, quand tu dis c'était réglé, ça veut dire qu'elle avait plus envie de battre ses enfants? C'est ça. Ok. Ouais. Et le temps qu'on est resté, je suis resté une semaine dans ce village,
Effectivement, mais... Luc a pacifié le village. Ça se confirmait complètement. C'était fou, c'était étonnant. Je pense que les enfants, ils te remercient à vie. Hein. Il y a un temple de Luc là-bas. Vraiment, ça a été pour moi un séjour surréaliste, complètement surréaliste. Oui, ce que je voulais dire, c'est que la différence entre ici, par exemple, et ce village au Mali, c'est que eux n'avaient rien pour se prémunir de cette violence qu'ils pouvaient avoir à l'intérieur, de tout ce qui pouvait se passer pour eux émotionnellement. Ils n'avaient jamais eu d'éducation là-dessus, ils n'avaient jamais eu de méthode, on leur avait jamais indiqué quoi que ce soit. Et donc, je dirais presque qu'ils étaient bruts. Et ce que je leur donnais comme consigne, ils les recevaient, mais pleinement. D'autant plus que ce sont quand même des peuples, avec les orientaux, qui sont beaucoup plus orientés le corps, que la tête, que l'intellect. Donc ils recevaient ça de façon très naturelle, et cette fameuse évolution là comme ça des sensations qui se passaient dans leur corps, ça se passait à une vitesse incroyable. En Europe par exemple, chacun a pris l'habitude, les émotions, d'essayer de les gérer à sa façon, et souvent très intellectuellement, en faisant des choses pour tenir à distance, en respirant, etc. Il y a plein de thérapies. Un petit peu de cohérence cardiaque, plein de choses, voilà. Et donc, ça facilite pas, parce qu'il y a des habitudes qui sont prises, et pour la plupart des gens, il faut un peu se déshabituer pour pouvoir se laisser traverser par les sensations. C'est ce qui rend les choses un petit peu plus compliquées. Donc, culturellement, ça se joue là. Mais le mécanisme, lui, pour toi, il est toujours le même. Ouais. Il y a aucune différence. Et ce qui est touchant, je dirais, c'est que on a tous les mêmes peurs. Que ça soit au Mali, que ça soit en Chine, que ça soit... On a tous les mêmes peurs premières. Quand je dis les mêmes peurs, elles sont innombrables. Hein. Mais il n'y a pas d'État, il n'y a pas de race, on fonctionne tous pareil. Après, il y a des éducations qui viennent se poser là-dessus, qui font qu'on est différent. Mais sinon, au niveau premier de nos émotions, au niveau des traumatismes que l'on a pu vivre, c'est tous les mêmes, quoi. Ouais. Mais comme tu dis, c'est un vrai réapprentissage, et je pense qu'il y a même des gens... Enfin, c'est complètement inconscient, le fait de lutter contre ces émotions, parce que c'est tellement ancré en nous qu'on ne s'en rend même plus compte. Et des fois, quand on accompagne des gens avec Théo et qu'on leur fait un peu miroir de ça, tu vois à quel point tu bloques, hein, quoi. Les personnes ne se rendent même pas compte, parce que c'est un système c'est presque devenu naturel, c'est une deuxième nature, quoi. Et donc c'est un vrai réapprentissage que de repasser par le corps et de se reconnecter aux sensations. Moi, il y a un truc qui m'intrigue dans ce que tu me dis, c'est que tu as dit Tipeee, ça permet de réguler n'importe quelle difficulté émotionnelle. Et en même temps, dans l'exemple que tu donnes avec cette femme au Mali, on peut voir que sa difficulté, ok, il y a de l'émotionnel, mais que finalement c'est comportemental. C'est-à-dire que si elle est en France et qu'elle va voir un thérapeute, mon problème, par exemple, c'est que je bats mes enfants. Et que du coup, on pourrait lui proposer plein de trucs, je sais pas, contiens-toi avec ta volonté pour pas taper ton enfant, ou l'étiqueter en disant qu'elle a je ne sais quel trouble psychologique, ou aller chercher dans son passé, mais pourquoi alors est-ce qu'elle a envie de battre ses enfants ? Donc ce que tu es en train de dire, en fait, et j'aimerais bien qu'on aille sur ce terrain-là, c'est en quoi Tipeee va pouvoir impacter des problématiques qui sont comportementales, somatiques et autres. Et tu vois, quel est le lien pour toi entre ces problématiques qui n'ont pas l'air émotionnelles, mais qui finalement le sont ? Ah, il faut que tu me répètes tout ça. En plus simplifié. En gros, cette femme, t'as réussi à régler un problème comportemental chez elle. Donc, finalement, le champ d'action de la régulation émotionnelle va au-delà
de juste une apparente difficulté émotionnelle, quoi. Est-ce que tu pourrais en dire plus sur en quoi ça peut impacter aussi des difficultés comportementales, somatiques, etc. L'émotion, qu'est-ce que c'est finalement? Outre ce que j'ai déjà dit, c'est d'un seul coup, face à mon environnement, mon corps me dit, à travers différentes sensations que je ressens, auxquelles je fais attention ou pas d'ailleurs, il me dit ça va pas. Grosso modo, on pourrait presque me dire réagis, bats-toi ou fuis, fais quelque chose, ça va pas. Il me prévient que là, il y a du danger. Ça, il y a beaucoup de chercheurs, de spécialistes qui sont bien d'accord avec ça. La prise en compte du danger, de se dire mais quel est le danger, ça va passer par l'intellect. D'où vont naître les perceptions, justement. Perception intellectuelle, je parle plus. Non? Oui, ce que je veux dire, c'est que habituellement, si on commence par le danger qui est supposé avoir été le déclencheur, on va chercher à cerner ce danger intellectuellement. Sauf que, grosso modo, on se trompe la plupart du temps. Le danger, il n'est pas à l'extérieur. Le danger, c'est moi. C'est ma perception des choses. Et ma perception des choses, elle vient de quelque chose, la plupart du temps, d'un événement qui s'est passé antérieurement. La plupart du temps, j'ai pas conscience de cet événement qui s'est passé. Et donc, pour caricaturer, j'ai peur de quelque chose qui se passe, qui vient vers moi, alors que c'est peut-être pas du tout de ce quelque chose que j'ai réellement peur. Mais j'ai peur plutôt de quelque chose, en fin de compte, qui est à l'intérieur de moi. Ok. Donc en fait, il y a un stimuli extérieur qui va engendrer le début de revécu d'un traumatisme. Et on a tendance à dire, ah ben en fait, le problème, c'est l'extérieur, et voilà. Alors qu'en fait, ce qui nous fait Complètement. flipper, c'est ce qui pourrait se passer intérieurement, quoi. C'est ça. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller rechercher à l'intérieur. Et le seul fil qu'on ait à l'intérieur, puisque la plupart ce sont des événements qui sont inconscients, dont je n'ai aucune, pour une raison ou pour une autre, aucun souvenir, le seul fil que je peux avoir, c'est le fil physique. C'est-à-dire les sensations qui sont là, à ce moment-là, dans mon corps. C'est le seul lien que j'ai avec cet événement dont je ne me souviens pas, la plupart du temps. Et c'est ce lien que je vais suivre. C'est vrai que ça vient très en opposition de ce que l'on peut faire habituellement pour essayer de comprendre soit quel est le danger, soit pourquoi je réagis comme ça, alors que finalement, il y a pas de danger. Si on prend une phobie de l'araignée, je sais pas, ou d'une souris, ou des choses comme ça, pour faire simple, c'est quoi le danger ? Objectivement, il n'y a pas de danger. Et les gens, s'ils sont pas en présence d'une araignée ou d'une souris, ils sont navrés, ils se sentent totalement ridicules. Parce que, Oui, bien savent, sûr, intellectuellement, ils intellectuellement, savent que l'araignée va pas les manger, quoi. tout à fait. Mais par contre, comment aller vers ce qui fait que, à l'intérieur d'eux-mêmes, ça se passe pas bien. À la vue d'une souris, à la vue d'une araignée. Ou même à l'évocation d'une souris ou d'une araignée. Voilà, c'est vraiment, pour moi, c'est le mystère de l'émotion, enfin la problématique de l'émotion, elle est là. Comment, pourquoi ça se joue à l'intérieur de moi et pourquoi,
Après, pourquoi je rends responsable les autres? Pourquoi je rends responsable l'extérieur? C'est plus facile. Ouais. Parce que c'est ce que je vais avoir tendance à faire tout le temps. Je rends responsable l'araignée d'être une araignée, je rends responsable la personne qui m'agresse de m'agresser, et ainsi de suite. Donc en fait, le stimuli, c'est juste un prétexte qui va simplement appuyer sur un bouton en nous de quelque chose qu'on a déjà vécu, quoi. Tout à fait. Ok. Et du coup, si on reprend une nouvelle fois l'exemple de cette femme malienne, cet émotionnel-là va générer chez elle, par exemple, une réaction d'agressivité ou de fuite, là en l'occurrence c'est de l'agressivité envers ses enfants, qui du coup pourrait devenir le problème. Mais en fait c'est un faux problème, quoi. C'est un problème de surface, mais Complètement. en dessous de ça c'est de l'émotionnel. Le vrai problème, il est à l'intérieur d'elle, dans quelque chose qu'elle a vécu. Ok. Donc est-ce que ça veut dire que pour toi, le noyau dur de tout ça, c'est de l'émotionnel, et cet émotionnel d'un revécu traumatique va générer des symptômes relationnels, comportementaux, somatiques, psychologiques même? Oui, Ok. complètement. Ok. En premier, il va générer de l'émotionnel. Ensuite, cet émotionnel, il est pris en compte ou il n'est pas pris en compte. S'il n'est pas pris en compte, s'il est nié, je dirais, s'il est refoulé, s'il est court-circuité, on pourrait dire, c'est le corps qui va prendre le relais, qui va chercher une solution. Et des solutions qui sont plus ou moins sympas, quoi. Ça peut aller du petit rhume à l'angine, à de l'eczéma, à des choses beaucoup plus consistantes, des cancers, Ouais. Parkinson et compagnie, quoi. Sur l'émotionnel, aussi, je peux trouver une solution, peut-être, pour faire en sorte qu'il ne s'exprime pas, pour le court-circuiter. Le court-circuiter avec quoi? Eh ben, en faisant des choses. Alors faire des choses, il y a quantité de façons de court-circuiter l'émotionnel. Ça va aller de prendre une cigarette, ça va aller d'un aspect boulimique, c'est-à-dire aller dévaliser le frigo dès qu'il y a quelque chose dès qu'il y a une émotion, mais sur laquelle je ne veux pas m'attarder, ça va me permettre effectivement de combler. Ça va être toutes sortes de substances, ça peut être toutes sortes d'activités aussi. L'activité, ça peut être le travail, le sexe, Tous les comportements tous les compulsifs, comportements possibles. Ça peut être des tics, m'arracher les cheveux, des choses comme ça, et qui sont là juste pour m'occuper, pour apporter une réponse à de l'émotion que je veux pas voir. Ça peut être tout simplement ces personnes qui, dès qu'elles sont contrariées, c'est-à-dire dès qu'il y a eu de l'émotionnel, elles pleurent. Elles se mettent à pleurer. On n'est plus dans de l'émotion avec ce type de pleurs. On est dans de la réaction. On est dans la réaction. Donc en gros, il peut y avoir des symptômes émotionnels, mais un peu secondaires, quoi, Complètement. qui vont masquer c'est ça. le noyau émotionnel, quoi. Et dès qu'une personne va avoir trouvé la bonne façon de court-circuiter ses émotions, ben c'est quelque chose sur lequel elle va capitaliser, elle va continuer. Tiens, ça marche bien. Voilà, mais c'est normal. En tant qu'humain, on est comme ça. On procède par essai-erreur. Ce qui marche bien, bah ouais, allez, on continue. Ok, donc en fait, parce que nous, il y a quelque chose qu'on partage énormément avec Théo. On a une phrase, c'est ton symptôme n'est jamais le vrai problème, c'est que la manifestation d'une cause plus profonde. Et pour autant, on est dans une société où, quand j'ai un problème, moi je viens avec mon problème visible, je me dis pas qu'il y a de l'émotionnel enfoui dû à un trauma. Donc je vais voir tout type de thérapeute, de médecin, de je ne sais pas quoi, avec mon problème. Et en fait, on va essayer de traiter ce problème de surface, quoi. Puis des fois, même, on va pouvoir le régler. J'ai une addiction, je vais aller régler l'addiction. J'ai un conflit relationnel, on va aller faire une thérapie de couple, régler mon conflit relationnel. Mais en fait, on va jamais à la base de tout ça, quoi. C'est ça que tu es en train de dire. Oui. Ok. Donc, Tipeee, oui, c'est la possibilité d'aller à la racine. C'est vraiment utiliser ce
processus naturel qu'on a en nous, qui permet de suivre le fil des sensations physiques qui s'expriment pendant qu'on est en émotion, et par ce fil-là, d'aller réhabiliter, je dirais, une partie qui est bloquée en nous, qui s'est figée, là, comme ça, et qui fait que ça radote, ça revient encore et encore. À chaque fois qu'il y a un même type de situation, il va y avoir un même type de comportement. Ok. Moi, j'avais envie de partager quand même parce que je sais qu'il y en a qui vont regarder la vidéo. Je pense que ce qui fait que Tipeee, pour l'instant, c'est pas une révolution dans le sens où c'est pas enseigné dans les écoles, connu de tous, euh, former tous les thérapeutes à ça, c'est que c'est trop simple, C'est sûr, c'est pas sexy du tout. c'est sûr. C'est-à-dire qu'aller plonger dans ces sensations et revivre ça, bon bah voilà, c'est pas impressionnant en termes non pas de résultats, mais de voilà, quand on voit une séance Tipeee, on a presque même l'impression que c'est quand que ça démarre en fait, mais c'est déjà fini. Et en fait, il y a plein de personnes qui vont se dire non mais ça peut pas être aussi simple, c'est trop simple. Et on a un peu une addiction aussi à la complexité, de non mais forcément il faut que ce soit complexe avec les neurosciences, avec trucs machin, et que si on pompe pas un truc où il faut 18 bouquins pour arriver à comprendre, bah en fait non, ça peut pas être ça. Je pense que au départ, ça a été vraiment beaucoup cet handicap-là, d'être simpliste d'une certaine manière. Ouais. Et comme tu dis, pas glamour du tout. Vivre les sensations Ça fait pas envie. désagréables de Donne-moi surcroît. une pilule, ça ira plus vite. Hein. Voilà. Donc aujourd'hui, bon, ça y est, ça a vraiment changé beaucoup. Parce que ce côté simple, à partir du moment où il y a des psychiatres qui l'utilisent, des spécialistes de ci, de ça, qui se mettent à l'utiliser, qui commencent à se dire bah oui, mais quand même là, et le gain de temps et le gain d'efficacité, il est phénoménal. Ça commence à entrer dans les mœurs, et c'est plus la reconnaissance par des personnes reconnues qui fait que ça commence à être de plus en plus évident. Mais comme tu dis, au départ, j'étais pas du tout crédible, pas du tout. Les gens, ils sont venus à ça parce que les résultats, mais c'est uniquement les résultats qui ont porté ça. Parce que sinon, c'est pas possible. Bah ouais. Et puis des gens qui ont fait 15 thérapies, qui vont dire mais je vais pas régler en une séance ce que j'ai pas réussi à régler en 15 ans. Quoi. Bien sûr. Et en plus, c'est super marrant de voir qu'à l'origine, tu nous disais que tu avais du mal à même poser ton attention pour pouvoir lire, à comprendre les choses. Et aujourd'hui, tu as écrit, je sais pas... Aujourd'hui, tu sais lire déjà. Non, mais aujourd'hui, tu as beaucoup... tu as une grosse bibliographie, j'imagine. Tu as beaucoup écrit. Ouais. Tu mènes des études, des recherches. Donc, tu sais que tu parles un certain langage scientifique aujourd'hui. Et c'est dingue, en fait, de voir ce avant-après. C'est ouf. Qu'est-ce qui, pour toi... qu'est-ce qui fait justement que tu es passé de ce jeune qui avait du mal à lire à aujourd'hui la personne que tu es qui écrit justement et qui donne de quoi lire aux autres? Difficile à répondre à cette question, je sais pas trop. Est-ce que tu penses que le fait d'avoir peut-être trouvé ta voie et un truc qui vraiment te tient à cœur, ça a joué? Ça certainement, mais il y a des personnes qui vont avoir, entre guillemets, trouvé leur voie, et puis ça reste difficile. Si j'ai un certain handicap, c'est pas parce que je me passionne pour quelque chose que ça va bien le faire. Pour certains, bien sûr, mais c'est assez peu de monde, en fait. J'ai pas de réponse, mais j'aurais une anecdote par rapport à ça, qui peut être éclairante. Parce que je pense que parle un petit peu à beaucoup de monde. Je ne sais pas si vous voudrez qu'on aborde la période prénatale. Si, c'est prévu. C'est la fin. C'est la C'est la fin. Mais il y a quand même pas mal de choses, beaucoup de choses qui viennent de là, qui viennent de cette période-là. Et notamment les cordons ombilicales, c'est quelque chose qui
qui produit pas mal d'accidents dans la période prénatale. Et ces accidents, ils sont surtout de l'ordre de nœuds qui se forment sur les cordons, notamment quand ils sont trop longs, et qui vont dans lequel le fœtus est susceptible de s'emmêler. Il y a des nœuds qui vont se former. Et ces nœuds, ils sont problématiques, ils créent des événements qui sont dommageables, puisque s'ils sont trop serrés, l'oxygène ne passe plus, puisque l'oxygène passe à travers le cordon ombilical, l'oxygène ne passe plus, et c'est une grande souffrance pour le fœtus, voire une perte de connaissance, une perte de conscience, et donc ça se passe pas bien pour lui à travers ce cordon ombilical. L'anecdote, c'est que il y a des personnes qui sont phobiques aux nœuds. Ah ouais? Ouais, Ah, c'est marrant. Beaucoup. Et quoi, elles vivent avec Oui, des mais baskets des à scratch. chaussures à scratch. Putain, on a les mêmes vannes. Et au moins, sans être phobique aux nœuds, quand c'est noué, c'est du découragement, c'est toutes sortes de réactions comme ça qui sont négatives. J'ai envie de laisser tomber. Et puis par contre, il y a ceux qui vont avoir vécu la même chose. Et eux, c'est des dingues des nœuds. C'est-à-dire que si vous emmêlez votre chaîne, laisse, je vais m'en occuper. Et qui, minutieusement, vont dénouer ça et vont se régaler à dénouer les nœuds. Pareil, je parle d'une chaîne, mais ça peut être un peu n'importe quoi. Il y a vraiment des gens qui vont se régaler à dénouer les choses, à les remettre bien comme il faut, etc. D'autres, mais pour d'autres, c'est l'horreur, jusqu'à devenir une phobie. Je dirais que, sans doute, la chance que j'ai eue, c'est de tomber du bon côté, c'est-à-dire du dénoueur de nœuds, plutôt que de tomber de l'autre côté. Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'on tombe d'un côté ou de l'autre? Ça, franchement, j'en sais rien. Je pense que du coup, je sais pas. Dès lors qu'on a une passion ou l'inverse total, je sais pas, une répréhension sur quelque chose, ça, c'est plutôt en fait deux faces d'une même pièce qui nous ramènent à un même trauma. Je le pense. Donc ça veut dire que les passionnés ça porte un terme, mais j'ai oublié, mais les passionnés d'araignées, de choses comme ça, finalement, ils sont aussi proches de ceux qui ont des phobies d'araignées. Ça, pour moi, c'est une grande évidence. Ah ouais, une grande évidence. Ouais. Ok. Putain, c'est un truc que j'avais pas saisi, ça, pour le coup. C'est les mêmes, sauf qu'il y en a un qui est tombé d'un côté et l'autre qui est tombé de l'autre, quoi. Ok. C'est pas de peau, quoi. C'est pile ou face. Ouais. Et pourquoi, par contre, ça, j'en sais rien. Pour l'instant, j'ai pas élucidé ce pourquoi-là. Je pense que ça doit être très simple, comme d'habitude, mais pour l'instant, je suis pas tombé dessus encore. Ok. Mais je trouve ça très intéressant comme observation. Bon, bah, on peut peut-être aller dans la direction du prénatal, du coup, parce que tu as fait un énorme travail sur ça, sur relier des symptômes qu'on peut vivre dans le présent à des traumatismes qu'on peut vivre dans le ventre de la maman. Il y a plein de gens qui vont trouver ça perché. Moi-même, je suis très cartésien, mais je pense que t'es très cartésien aussi. Et oui, c'est ce qui est paradoxal. Et quand on lit tes livres, ce qu'on comprend, c'est qu'à aucun moment donné, tu as voulu montrer qu'il y avait un lien avec le prénatal. C'est en expérimentant et un peu par hasard finalement, et au début de Tipeee, quand tu faisais des séances, tu te rendais compte que les gens décrivaient des choses, des images, des sons, des odeurs, des sensations, que tu as ensuite corrélé en ouvrant un bouquin d'obstétrique, et où tu as vu que, mais en fait, ils sont en train de décrire exactement ce que le bébé peut vivre quand il y a leur jumeau qui meurt, quand il y a le cordon que tu disais qui est autour de leur cou. Alors, quel lien tu fais, toi, entre ce qu'on vit dans le présent en termes de symptômes et ce qu'on vit dans le ventre de la maman, quoi? Le lien, c'est pas tant le ventre de la maman, c'est pas tant la période prénatale ou la naissance, c'est la perte de conscience. Perte de conscience, il y a beaucoup de chercheurs qui travaillent autour de ça. La perte de conscience, c'est à un moment, je n'arrive pas à assumer, et c'est une histoire qui est très physique, je n'arrive pas à assumer le fait d'une douleur intense,
d'une oxygénation qui se fait plus, d'un cœur qui est défaillant. C'est trop. Et du coup, hop, je disjoncte. On le sait en observant des animaux qui font le mort. Ils font le mort, ils font pas le mort, c'est que d'un seul coup, ils n'arrivent pas à assumer la situation. Ils peuvent ni plus fuir, ni plus attaquer, ni plus vivre tout simplement ce qu'il y a à vivre. Et le corps, pouf, il déconnecte, il disjoncte. Ce qui va produire une amnésie. Et ça peut se passer aussi bien quand j'ai 50 ans, que quand j'ai 20 ans, que quand j'ai 10 ans, que pendant la période prénatale. Pourquoi le prénatal ? Alors pourquoi cet éclairage sur le prénatal ? C'est tout simplement que une fois qu'on est né, des pertes de conscience, on n'en a pas 36 000. Elles sont plutôt rares. Voire, il y a des personnes qui n'ont jamais perdu conscience de leur vie depuis qu'ils sont nés. Par contre, dans le prénatal et à la naissance, les pertes de conscience, mais c'est, je dirais, le lot, mais c'est pas une fois, c'est pas 10 fois, c'est 50 fois, 100 fois peut-être, qu'il y a eu des pertes de connaissance dans le ventre maternel. Pour des tas d'événements qui se déroulent et qui font que, contrairement à ce qu'on pense habituellement, où on se dit, c'est le long fleuve tranquille, c'est super, c'est la béatitude, etc. Mais c'est un vrai parcours du combattant, oui. Quand je décris un peu tout ce qui peut se passer dans le prénatal, c'est un livre d'horreur, c'est un livre gore. Et il y a pas longtemps, à l'AYAM que vous côtoyez dans la formation, l'AYAM me dit, mais en fait, dans tous les films d'horreur, ils n'ont rien inventé. Ça se passe dans le ventre maternel. Et c'est vrai, c'est fou. Même les représentations des petits personnages qu'on peut trouver, c'est étonnant. Donc, oui, dans le prénatal, il se passe quantité de moments où il y a des pertes de connaissances, des pertes de conscience. Ok, donc pour toi, trauma, c'est perte de conscience qui fait qu'à un moment donné, c'est trop, mon système, il y a un disjoncteur qui se met en place, et que du coup, ensuite, dans ma vie, je vais rencontrer des situations qui vont réactiver ça pour me permettre d'aller au bout, finalement, de ce que j'ai pas pu vivre pendant ma perte de conscience, quoi. Complètement. Ok. Ouais. Et est-ce que pour toi, quand tu parles de perte de conscience, est-ce que par exemple, dans ce qu'on pourrait appeler les traumas du développement ou les événements de notre vie qui sont pas forcément des événements dramatiques, mais où on se fige, par exemple, je sais pas, je suis avec ma mère m'engueule et ça fait une grosse intensité pour moi, et au bout d'un moment, c'est comme s'il y avait une déconnexion, parce que je me fige, je me déconnecte. Est-ce que ça pour toi, ça fait partie des prises de conscience, des pertes de conscience, pardon ? Non. Non. Globalement, non. Ça te renvoie par contre à quelque chose qui s'est passé sans doute bien avant. Et si tu as un frère et qu'il se fait engueuler de la même façon, lui, ça va. Lui, il en a rien à fiche. Donc pourquoi toi tu réagis comme ça ? Pourquoi lui, ça lui passe complètement à côté ? Parce que toi, ça renvoie vraiment à quelque chose qui s'est déjà passé auparavant. Ok, bon, je pense qu'on a déjà fait un bon tour de la question. Est-ce qu'avant que je te pose une dernière question, puis éventuellement toi Théo, si tu en as une, est-ce que toi, il y a quelque chose que tu as envie de rajouter, peut-être dont on n'aurait pas parlé Non, moi je préfère vraiment vous laisser libre cours aux questions. Alors moi j'en ai une dernière qui est pas de rapport avec Tipeee, mais justement ça va être cool d'avoir ton avis sur ça. D'accord. C'est quoi pour toi les 3 ingrédients d'une vie épanouie ? C'est d'être présent. C'est-à-dire de vivre ce qui se présente là maintenant et de pas être dans la projection ou
dans ce qui s'est passé, c'est d'être là maintenant, tout simplement. Et ça, je dirais, c'est un peu toute la sagesse orientale qui se rapporte à ça. Mais la régulation émotionnelle, Tipeee, c'est ce qu'elle m'a apporté à moi. C'est d'être présent. J'étais toujours barré ailleurs, à un autre moment. J'étais très peu présent avec les gens. Ce que m'a amené la régulation, c'est vraiment ça, c'est d'être ici, et très bien, et avec ce plaisir. La deuxième chose qui s'emboîte dedans, c'est la sensibilité. La différence entre sensibilité et émotion et émotionnel, pour moi, elle est énorme. Parce que quand je vis une émotion, je perds mes moyens. Je suis plus en train de me vivre pleinement. Je suis préoccupé à régler ce qui fait qu'il y a cette émotion qui se produit. Je suis plus en connexion avec les autres, avec mon environnement. Je suis recentré sur moi-même. Et ça fait que je perds en capacité intellectuelle à réfléchir, à envisager globalement une situation. Je suis plus chaleureux avec les gens puisque je suis juste avec moi. Je suis plus en rapport avec eux, ni en rapport avec ce qui se présente autour de moi. Par contre, la sensibilité, c'est tout le contraire. C'est je suis en tranquillité. Donc, je suis pas en émotion, mais je dirais c'est du pétillement, quoi. Je suis curieux, en connexion, heureux de ce qui se présente, de ce qui se passe, et de l'image d'Épinal, de regarder une fleur, ou je sais pas moi, la mer, ou à regarder le geste de quelqu'un, à apprécier un son, à apprécier l'architecture ici, etc. Ok. Donc présence, sensibilité. Et le troisième pour la route? Amour. Amour parce que si je suis présent, si j'ai cette sensibilité, si j'ai pas de peur dans le contact avec les autres, naturellement, je suis en amour avec eux. Et ça, bon, c'est quand même une qualité, une capacité qu'on a tous, qui nous relie tous, si on peut se débarrasser de tout ce qui nous oppose. Ce qui nous oppose, c'est nos peurs. S'il n'y a plus ces peurs, il reste quoi? Il reste l'amour. C'est une belle conclusion, ça. Ouais. Je vois pas autre chose à dire. Ok. Ouais. T'as une dernière question Ouais. Déjà, le truc que je me disais, c'est que sensibilité, ça fait souvent référence à de la faiblesse dans notre jargon. On dit t'es sensible, autrement dit t'es faible, quoi. Ouais. Et donc, franchement, c'est beau de voir que tu parles de ça comme quelque chose qui est justement quelque chose comme une invitation, finalement. Ah oui, c'est une grande force. C'est une très très grande force. Ouais. Moi, j'avais envie de savoir, peut-être pour terminer, c'est quoi ta vision? Vers quoi tu vas là? Qu'est-ce qui t'anime justement? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Qu'est-ce que tu as envie de créer? Qu'est-ce que tu as envie de transmettre? Alors, qu'est-ce qui m'anime? Depuis tout petit, j'ai pensé que je ferais un formidable petit vieux. J'ai toujours eu cette vision-là. Et donc, pour moi, ça veut dire qu'il me reste encore 70 ans. Il me reste encore, mais je sais pas, 30, 40 ans à vivre. Et tout ce qu'on peut faire en 30, 40 ans, tout ce qu'on peut percevoir, côtoyer, imaginer, envisager, c'est énorme. Donc ce qui m'anime, c'est ce qui va se passer dans les 30, 40 ans prochains, et en espérant que ce que je suis en train de dire aujourd'hui, ça me paraîtra un peu ridicule demain, parce qu'il sera passé plein de nouvelles choses, plein de nouvelles compréhensions, plein de vie qui sera passée par là et qui m'amènera à penser différemment. Okay. Donc ça, c'est ce qui m'anime. Après, ce que j'ai envie de transmettre, c'est vraiment on a parlé de simplicité tout à l'heure. Ouais, c'est vraiment d'une grande simplicité. Si vous êtes pris par une émotion, allez voir ce qui se passe dans votre corps et puis laissez vivre les sensations physiques qui se passent dans votre corps. Et c'est le meilleur service que vous puissiez vous rendre, parce que ça permet vraiment de s'élargir
de plus avoir cette peur qui vous a assailli, ça y est, elle est plus là. Ah ben, on s'agrandit, on agrandit son espace, on agrandit ses possibilités, on agrandit son devenir, je dirais. Voilà, c'est tout bête. J'ai une émotion, qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Et je laisse faire. Voilà, Merci Luc. Merci Luc. avec grand, grand plaisir. Merci à vous pour ce podcast.